Écoutez, bienvenue, hein, Sébastien et Gilles. Vous êtes connus dans l'écosystème Bitcoin pour des raisons différentes. Toi, Gilles, tu diriges Wallet, qui est une société qui bosse dans tout ce qui est confiance numérique et tu as développé des systèmes de signature numérique via Bitcoin. Et toi, de ton côté, Sébastien, tu es sur une activité tout autre, à savoir le minage de Bitcoin. Et si je ne m'abuse, tu étais il y a encore peu, notamment en Afrique, où tu installes des fermes de minage. Bon, on a abordé dans la table ronde précédente finalement la notion même de révolution et les domaines dans lesquels le Bitcoin peut apporter des changements. Mais comme on l'a aussi vu, on a commencé à en parler, finalement le Bitcoin véhicule tout un tas d'idées, que ce soit sur l'énergie, la sécurité, la confiance, qui sont pour certaines fausses. Et tout l'intérêt en fait de la discussion que nous allons avoir, c'est finalement de revenir sur ces idées et que nous ayons voilà, un échange là-dessus et qu'on comprenne en quoi certaines idées sont fausses, d'autres peuvent être non pas fausses, mais disons que les gens ne sont pas forcément bien informés, ne comprennent pas tous les tenants et les aboutissants du système des crypto-monnaies. Et j'ai envie de commencer à la limite avec toi, Sébastien. C'est vrai que bon, on parle de plus en plus d'écologie, et c'est une bonne chose, mais c'est vrai que quand on fait le lien entre l'écologie et le Bitcoin, tout de suite on pense à surconsommation énergétique. Et donc on considère que finalement une crypto-monnaie comme le Bitcoin est néfaste de ce point de vue-là. Je voulais tout bêtement que tu nous racontes brièvement ce que tu fais et surtout nous expliquer en quoi, et tout à l'heure Yorick et le député Pierre Persson l'ont abordé, finalement en quoi aussi il y a des systèmes d'énergie renouvelable qui peuvent finalement être totalement soutenables avec le système de Bitcoin. Voilà, en gros, sur tout ce qui est énergie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais et en quoi finalement ce n'est pas si énergivore? Oui, merci. Donc effectivement, je fais du mining de Bitcoin et puis moi, je suis écolo, hein. À la base, je suis quelqu'un qui est très sensible, comme je crois nous tous, hein, à l'évolution de notre planète. Et moi, je vois pas du tout Bitcoin comme une menace écologique. Il est assez simple de comparer la consommation globale de Bitcoin à la consommation d'un pays. En gros, depuis 12 ans, c'est comme si un nouveau pays s'était créé en termes de consommation d'électricité. Sauf qu'il n'y a pas une nouvelle source de production d'électricité qui ont été créées dans ce pays. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que Bitcoin se sert dans les surplus électriques, dans les capacités de production qui existent dans le monde, et ces capacités de production ne sont pas forcément en activité à 100%. Voilà. Alors, ça peut être une centrale au pétrole en Arabie Saoudite, comme ça peut être une centrale hydroélectrique au Kazakhstan. En France et en Europe, on a l'habitude d'un système d'un réseau très bien maillé de l'électricité. Donc, si on produit, c'est qu'on a la consommation en face. Enfin, les gens pensent qu'il y a une adéquation totale entre la production et la consommation. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et Bitcoin travaille beaucoup sur l'hydroélectricité. C'est la première énergie qui permet de miner du Bitcoin. Pourquoi? Parce que quand vous créez une centrale hydroélectrique, que ce soit un barrage ou une centrale au fil de l'eau, vous créez pour l'avenir. Vous ne créez pas pour une demande identifiée à un moment T. Là, je rentre d'Afrique. On travaillait sur une centrale qui a été mise en service en même temps qu'on mettait nos conteneurs en route. C'est une centrale de 15 mégawatts. C'est une centrale qui est destinée à une consommation localisée, qui n'est pas destinée à être raccordée à un réseau central qui n'existe pas, hein. Là, on est en République démocratique du Congo, il y a très peu d'électricité dans cette région-là, on est dans le Nord Kivu. Donc cette centrale hydroélectrique est appelée à terme à alimenter plusieurs villages et à alimenter les populations. Mais il faut le temps que ça se fasse, il faut le temps de créer le réseau et puis il faut le temps de créer la demande. Là, on a une demande qui n'est pas très forte dès lors que les populations ne connaissent pas l'électricité, ne l'ont jamais eu. Donc ça peut prendre 5 ans, ça va prendre 10 ans à ce que la société Virunga Électricité, donc qui est notre client, vende ses 15 mégawatts. Et ce parc-là a une politique de création de centrales hydroélectriques pour 110 mégawatts. Ils savent très bien que dans les 20 ans qui viennent, ils auront vendu leurs 110 mégawatts. Mais dans ce laps de temps de 20 ans, ils ont besoin de trouver de gros clients qui viennent leur pomper de l'électricité. Et l'industrie du mining, c'est la seule industrie qui est en capacité de venir au pied d'une centrale hydroélectrique et de consommer des mégawatts en quantité
autant qu'on nous en propose, hein, ça peut être 500 kilowatts, comme ça peut être 20 ou 30 ou 50 mégawatts. Nous, on peut le faire avec très peu de moyens, avec un Internet, avec peu de capacité d'Internet. On n'a pas besoin d'hôtels pour loger nos personnels, on n'a pas besoin d'infrastructures de stockage, on n'a pas besoin d'être à proximité des grandes routes ou des grands chemins d'expédition. Comparable à nous, il y a par exemple l'industrie aluminium, qui est une très forte consommatrice d'électricité. Si vous faites venir une industrie aluminium au pied d'une centrale hydroélectrique, il faut créer des infrastructures de fou. Il faut pouvoir alimenter en bauxite, il faut pouvoir renvoyer sa production. Donc, on est vraiment la seule industrie à pouvoir faire ça. Sans te couper, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas aller chercher d'ailleurs, c'est pas tu vas aller chercher, c'est tu cherches à chaque fois à installer finalement des capacités de minage dans des endroits où tu as détecté un surplus de production électrique. C'est un peu ça l'idée, que ce soit Oui, sur, et tous les mineurs font ça. Pourquoi? Parce que la société d'électricité qui va nous vendre le jus va nous le vendre pas cher. Nous, on va lui demander un prix vraiment très très bon marché par rapport à son prix moyen de vente. En Afrique, par exemple, le prix moyen de l'électricité dans cette région-là, hein, que ce soit au Rwanda ou au Congo, c'est à peu près 25 centimes d'euros le kilowatt. En France, c'est combien? Aux alentours de 14-15 pour le particulier. Donc, on est connu en France pour avoir une électricité pas chère à cause du nucléaire. Ce 15 centimes pour nous, Français, ou ce 25 centimes africains, il est évidemment beaucoup trop cher. Nous, on n'envisage pas d'installer une usine de mining avec un jus au-dessus de 3 cents de dollars. Donc, pour que la compagnie électrique fasse cet effort-là, c'est qu'elle a forcément des mégawatts en surplus. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours propre, hein, encore une fois, ça peut être... on a eu des demandes plusieurs fois de pays du Golfe, parce qu'ils sont actuellement en surproduction pétrolière, le pétrole a beaucoup baissé. Donc, de faire tourner à fond leurs centrales électriques, qui ne sont pas forcément à 100% de leur capacité de production, eux aussi connaissent la crise économique. Admettons, ils ont des centrales à 60% de leur production, ils aimeraient bien pouvoir les pousser à 100%, et puis consommer du pétrole pour ça. Bon, nous, on n'est pas clients, mais il y a des mineurs que ça ne gêne pas du tout, surtout ceux qui viennent de ces pays-là. Pour eux, le pétrole, c'est la vie, quoi, hein. Donc, le Bitcoin n'a pas vocation à être moral. Il est régi par les règles du capitalisme et on va aller chercher le mégawatt là où il est le moins cher. Et là où il est le moins cher, ça sera forcément là où il n'y a pas de matière première à acheter pour le produire, l'électricité. Donc, la force motrice de l'eau, elle est toujours là. L'Arabie Saoudite, si elle nous propose de venir faire du mining chez elle, dès que le prix du pétrole va remonter, on sera disqualifié, il faudra partir. Donc, sur le long terme, c'est évidemment les énergies renouvelables qui vont être le plus concernées par le mining de Bitcoin. Alors là, il y a une étude de Cambridge qui vient d'établir que c'est 76% du mining qui est fait sur du renouvelable. Il faut pas s'y fier, hein. Je pense qu'il n'y a même pas 15% des mineurs mondiaux qui répondent aux études de Cambridge. Donc, en gros, tout ce qu'on y lit, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Moi, là, je suis d'accord sur les 75% de mining. C'est ce que je constate sur le terrain, mais bon, je ne connais pas le monde entier. Et donc, c'est très difficile de savoir exactement où est miné le Bitcoin et quelle quantité sur de l'hydro, quelle quantité sur du pétrole, du charbon. Oui, d'ailleurs, on parle beaucoup de la Chine quand on parle du mining. Et les mineurs principaux se trouvent dans les montagnes du Sichuan, où il y a des grosses centrales hydroélectriques, pour les mêmes raisons qu'évoquait Sébastien tout à l'heure. C'est qu'on a des énormes centrales qui sont construites pour alimenter des villes un peu fantômes, qui ne sont pas encore habitées. Et donc, il y a de la surproduction. Et c'est pour ça, en fait, que tout le mining, la majorité du mining se trouve en Chine. Mais il y a une compétition, en fait, globale entre tous les mineurs. Sébastien est écologiste, mais le mineur de base, lui, ce qu'il cherche avant tout, c'est le gain, le profit. Et donc, il va aller chercher les sources les moins chères. Donc, on en a en Islande, on en a en Amérique du Nord, on en a même au Venezuela, où pourtant il fait chaud. Et les mineurs, ça chauffe beaucoup, il faut les refroidir. Et en fait, parce qu'ils ont aussi de l'énergie pas chère là-bas, et puis aussi, ils ont d'autres motivations pour le Bitcoin là-bas. Et alors justement, Sébastien vient d'expliquer que finalement le prix de l'électricité en France est quand même, même pas cher. Pourquoi on n'a pas plus de mineurs en France? On sait qu'on en a, hein, mais je veux dire, pourquoi une telle puissance sur le plan énergétique comme la France n'a pas développé des capacités aussi importantes que celles qu'on voit par exemple en Chine, alors qui sont peut-être aussi le fait de mineurs privés et pas forcément soutenus par la puissance publique?
Parce que le prix public déjà est trop cher. Il faut savoir qu'au-delà de 6 centimes, aujourd'hui 6 cents de dollars, c'est pas valable de faire du Bitcoin. Donc ça précise bien ce que je dis, c'est-à-dire que de plus en plus, tous les mineurs vont aller vers des sources d'électricité qui est de l'électricité perdue. Parce qu'il n'y a que là qu'on peut obtenir des prix en dessous de 6 cents. En France, on pourrait être très près de ces 6 cents. C'est qu'une question de volonté du gouvernement et d'EDF. Il faut savoir que sur les 15 centimes, il y a plus de la moitié de taxes, beaucoup plus de la moitié de taxes. Aujourd'hui, le mégawatt se paye à peu près 50 euros sur le marché. Donc, si le mégawatt se vend 150 euros, le reste, la différence, c'est des taxes. Voilà. Et donc, on sait qu'on a aussi en France, et plus la crise va se prononcer, plus ça sera évident, une capacité de surproduction. Il ne faut pas croire qu'on manque d'électricité en France. On a fermé Fessenheim, mais pour l'instant, on n'a pas eu besoin d'acheter de l'électricité à l'étranger. Alors si, justement, on a commencé à en acheter un petit peu. Et on a même relancé 2 centrales à charbon pour justement compenser. Relancer des centrales à charbon ? Ouais, en France, on a relancé 2. Ouais. On a bien fait de fermer Fessenheim, du coup. Oui, c'est... Je crois pas. Bon, il peut y avoir des pics, mais on pourrait tout à fait miner. Bon, je sais que nous, on travaille avec EDF depuis 4 ans sur le sujet. C'est très lourd politiquement. C'est un énorme navire très politisé, EDF, et la décision ne peut venir que de la direction d'EDF et du gouvernement de renoncer aux taxes pour vendre du jus, tout simplement. Du jus qui est en surproduction en France. Il y a un gros progrès là, qui a été fait au sein d'EDF, je viens de le découvrir. Là. Je les ai interrogés en juin, ils m'ont dit ça y est, on est en capacité de te donner du 8 centimes. Donc j'ai doucement rigolé, je leur ai dit ça fait juste 4 ans que je vous dis que la target c'est 5 centimes, peut-être 6. Et là, la semaine dernière, ils m'ont dit que ça y est, on allait arriver à nos 6 centimes, voire 5 centimes et demi. Donc c'est en train de potentiellement arriver. Mais je dirais que même à ce prix-là, pour nous, on est disqualifié pour faire du Bitcoin. Pour faire d'autres types de crypto, c'est tout à fait envisageable. Pour faire du Bitcoin, il faut être encore moins cher que ça, si on veut une politique sur le long terme. Nous, on l'a testé en France. On a été très rentable la première année. Et dès que le Bitcoin a chuté, enfin, il est monté, il a beaucoup chuté. Le hash-rate, lui, est monté plusieurs mois après la chute du cours de 20 000 à 5 000. Donc là, toute l'Europe a été disqualifiée, à part justement ceux qui travaillaient sur les surplus, comme en Islande. Toute l'Europe a fermé. Donc on ne peut pas avoir une politique long terme avec un jus qui est dans la moyenne. Il faut avoir le jus le moins cher du monde pour être sûr de pouvoir faire travailler ces machines tout le temps. Et en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour que la France arrive à miner, en fait, on passe par forcément EDF. Et EDF, c'est une entreprise publique, donc ce serait une décision politique. On a bien vu que Bitcoin est politique, donc ce n'est pas forcément aisé. Alors que dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, le marché de l'énergie, il est privatisé. Et on a vu, je ne sais pas si tu as vu ça, Sébastien, mais cette année, on a vu des centrales qui, en fait, privées, qui utilisaient leur surplus pour miner aux États-Unis. Donc voilà, la différence avec la France, c'est que l'électricité, c'est un bien d'État, et que donc, si EDF se met à miner, c'est politique, et donc c'est compliqué. Et donc aujourd'hui en France, on a un peu une idée du nombre de mineurs, de ce que ça représente en termes de consommation. On sait qu'effectivement, au moment du pic en 2017, il y en a pas mal, et moi j'ai même des amis qui ont installé des machines à domicile. Globalement, on a toujours des mineurs en France, où effectivement c'est devenu trop cher en fait, de miner du Bitcoin. Pour le Bitcoin, c'est sûr, il y a zéro mining en France, c'est impossible. Le prix de kilowatt est vraiment trop cher. Oui, en fait, les mineurs qu'on avait en 2017 et encore aujourd'hui, parce qu'il y en a, ce sont des mineurs d'altcoins, de crypto-monnaies alternatives qui ne sont pas Bitcoin et qui se minent avec du matériel, on va dire, du matériel un peu artisanal, avec des cartes graphiques qui sont à l'origine faites pour jouer aux jeux vidéo. Et il y a des gens, moi j'ai commencé comme ça en 2013, déjà en 2013, c'était impossible de miner des bitcoins chez soi si on n'avait pas du matériel spécialisé, des ASIC. Donc ce que je faisais moi, en 2013, j'ai passé tout un hiver, c'est utiliser des cartes graphiques et miner des altcoins pour les revendre pour avoir du bitcoin. Et déjà en 2013, c'était il y a 7 ans. Donc voilà, aujourd'hui, en France, personne ne mine du bitcoin. Enfin, à ma connaissance. Non, c'est sûr, c'est très peu rentable, même avec un jus à 5 cents, c'est très peu rentable aujourd'hui. On a un hash rate qui a progressé de plus de 25% depuis le halving. Donc on a perdu la moitié de notre récompense il y a quelques mois avec le halving. Et malgré ça, le hash rate a encore bondi.
Donc là, vraiment, on est dans une situation d'attente. Il n'y a vraiment que les gens qui ont accès à un kilowatt pas cher qui s'en sortent. Nous, on a plus de 1200 S9 en Sibérie. Ils ont été arrêtés le lendemain du halving pratiquement, hein, et pourtant, on paye le jus 5 cents là-bas. Donc, D'accord, donc finalement, c'est quoi, d'ici 5 à 10 ans, tous les mineurs de la planète seront dans seulement quelques pays? En fait, C'est déjà le cas? l'industrie du mining est déjà très professionnalisée. C'est devenu une industrie. Donc, on aura toujours des hubs près des sources d'énergie pas chères. Et aujourd'hui, c'est dans des endroits complètement interlopes, genre au milieu de l'Islande ou des endroits où en fait il y a de l'énergie pas chère et donc pas forcément des habitations ou une autre industrie. Donc voilà, ça se professionnalise, donc c'est plus du tout accessible aux particuliers. mais c'est pas pour autant que ça va être localisé dans des pays. Il faut pas voir ça comme ça. Ça peut être dans certaines régions de certains pays et pas du tout dans d'autres régions de ces mêmes pays. En tout cas, c'est dans le monde entier. En Amérique du Sud, c'est en train de se développer beaucoup, parce que là aussi, en Amérique du Sud, il y a beaucoup de centrales hydroélectriques communautaires, des petites centrales qui ont été créées, financées par l'ONU souvent ou par l'Union européenne, pour alimenter des petites communautés de 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Et ces centrales-là, d'abord, ne produisent toute la journée et arrivent à avoir une clientèle la journée, mais pas la nuit. Donc, on peut déjà envisager de miner avec du matériel qui est obsolète, hein, qui ne coûte rien, pour éviter ce gaspillage pendant la nuit. Donc, on voit beaucoup de pays d'Amérique du Sud qui commencent à mettre des petites fermes de minage sur leurs centrales hydroélectriques. En Afrique, on est en train de développer. On a eu énormément de demandes le temps qu'on y est resté, là. Il y a des centrales hydroélectriques qui ne servent qu'à des mineurs de métaux. Quand leurs filons s'épuisent, ils ont leurs centrales hydroélectriques qui sont là, qui ne servent plus à rien. Donc il y a moyen avec le mining d'amener des fonds pour pouvoir tirer un réseau pour pouvoir alimenter des villages autour. Donc pour moi, il y a vraiment, c'est une opportunité de dingue pour l'hydroélectricité de se développer et d'amener de l'électricité dans des populations pauvres qui n'ont pas accès aujourd'hui. Donc finalement, quand effectivement on explique que le Bitcoin est très consommateur d'énergie, le constat n'est pas faux, mais finalement c'est sur comment dire, la nature de cette énergie. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont soit des surplus ou soit une énergie verte qui finalement n'est pas soit carbonée. Non, mais là-dessus... Ouais, Bitcoin consomme de l'énergie qui n'aurait pas été consommée sinon. Voilà, qui peut être carboné ou pas carboné. La logique veut que ce soit à terme pas carboné parce que la matière première carbonée, le charbon, le pétrole, a un coût. Et même si aujourd'hui le coût est vraiment très bas, il n'est pas appelé à rester bas. Donc l'avantage concurrentiel de l'hydroélectricité particulièrement, mais peut-être aussi du solaire et de l'éolien, est évidente parce qu'on ne paye pas le vent, on paye pas les éléments naturels. Et Gilles, l'une des autres idées fausses sur le Bitcoin, c'est finalement le fait que c'est un peu le repère de tous les criminels, les fous furieux de la planète, terroristes, tout ce qu'on veut. Là-dessus, et d'ailleurs, Yorick on a aussi parlé, c'est vrai que finalement, le principal vecteur de blanchiment d'argent et de trafic de drogue, ça reste quand même le billet de $100. Parce qu'évidemment, les volumes sont incomparables, mais là-dessus, ça fait des années que tu entends ces arguments. Tu en penses quoi? Et d'ailleurs, c'est pareil, hein, Sébastien, j'aimerais aussi avoir ton avis sur la question. Alors oui, c'était un des premiers arguments qu'on a énoncé contre Bitcoin. Et je trouve que ça allait de moins en moins, hein, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément l'instrument idéal. Mais en même temps, c'est totalement logique. Si on compare avec d'autres systèmes disruptifs, Internet avait très mauvaise réputation au début. Je me souviens encore d'une une du Point, le réseau des cybercriminels et des pédopornographes, etc. Alors, il y a une raison à ça, c'est parce que d'une part, c'est vrai, ou ça a été vrai beaucoup à une époque, parce que quand on a une innovation comme ça qui est vraiment de rupture, tous les secteurs qui ont besoin d'absence de friction pour fonctionner, et le crime en est un, ils vont forcément se l'accaparer avant les autres. Il y a l'exemple de l'automobile, hein, dont on parle beaucoup. Les premiers qui ont adopté l'automobile, c'était les gangsters de Chicago. Donc, surtout en 2011-2012, Bitcoin était la monnaie du dark web, vraiment. Aujourd'hui, ça l'est de moins en moins parce que la police et les enquêteurs internationaux ont maintenant des outils de traçage des transactions. Et puis le fait que Bitcoin est en registre complètement public, ce n'est pas forcément idéal pour s'adonner à des activités criminelles. Donc
c'est normal qu'on en ait parlé parce qu'il y a eu des utilisations de Bitcoin dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, il y a des sondages qui sont sortis. Le pourcentage en fait, d'activités illégales qui sont faites sur Bitcoin, il est très faible et il est plus faible que sur les monnaies fiduciaires. Où l'extrême majorité du blanchiment, des trafics se fait avec des monnaies fiduciaires. Les FinCEN Files qui sont sortis il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas beaucoup de Bitcoin dedans. Donc voilà. Alors justement, comment expliquer que finalement ce soit quand même, même si effectivement c'est de moins en moins le cas, qu'il y ait quand même ce fond à chaque fois, enfin je veux dire dès qu'on interroge les gens globalement, même encore récemment, je pense avant le confinement, il y avait des auditions à l'Assemblée nationale, c'est vrai que à chaque fois, il y a quand même ce point qui revient, mais d'ailleurs quasiment en premier, quand on évoque le Bitcoin et les autres cryptos. C'est quoi? C'est aussi une manière de discréditer un nouvel outil à la fois monétaire, financier, politique? À mon sens, oui, bien sûr, hein, il y a deux arguments très forts, hein, le banditisme, les trafics, le blanchiment d'argent, et puis l'écologie. Alors l'écologie, c'est la grande trouvaille, c'est beaucoup plus fort, hein, parce que tout le monde y est sensible, et effectivement, quand on montre la consommation de Bitcoin, ça paraît complètement dingue à quelqu'un qui se dit mais Bitcoin ne sert à rien, donc c'est forcément aberrant pour quelqu'un qui n'en voit pas l'utilité. Juste petite incise, il y a effectivement des graphiques assez amusants qui circulent depuis quelques années en mettant finalement en regard de la consommation d'énergie de Bitcoin aussi tout ce que consomme en termes d'énergie le système fiduciaire classique, à savoir billets, traitement informatique, tout le... Oui, mais bon, pour moi, on ne peut pas comparer ça, parce qu'effectivement, Bitcoin construit un système qui peut devenir un système d'échange global et total, qui pourrait presque se passer des autres monnaies. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, on se sert de sa carte bleue, on est client de sa banque. Donc pour moi, comparer ces deux consommations n'a pas encore de sens. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce bourrage de crâne là sur les arguments en contre, évidemment, on peut penser que c'est un establishment qui a décidé ça, hein, que les banques soient contre Bitcoin, que les banques soient propriétaires de groupes de presse ou que leurs gros clients soient propriétaires de groupes de presse et qu'il y ait un discours global qui soit tout le temps le même anti-Bitcoin. Bon, ça, on n'est pas trop naïf, on l'a bien compris, hein. Et du coup, c'est dans notre imaginaire commun, Bitcoin est dangereux et sale. Et bon, nous, on passe notre temps avec beaucoup de gens qui sont ici dans la salle à essayer de démonter cette idée voilà, qui nous est amenée toute cuite dans le bec par des organes de presse voilà, qui ne sont pas indépendants, on le sait bien. Ouais, c'est intéressant en fait de voir un peu cette réaction face à Bitcoin. Nous, on a une entreprise qui fait du B2B et qui vend en fait Bitcoin comme un notaire géant pour les données. Et à chaque fois qu'on rencontre ces entreprises, elles ont ce réflexe en fait qui dit Bitcoin voulait dire la blockchain. On dit non, Bitcoin. Et ça surprend parce que déjà, d'une part, on pense que Bitcoin ne peut servir qu'à des use cases monétaires, ce qui est faux puisque nous, ça fait maintenant 4 ans qu'on sécurise des données avec Bitcoin. Mais aussi, il y a cette image un peu négative qui est disséminée dans les médias, enfin, pas tous les médias, mais globalement, moi, au début, quand j'étais confronté à ça, parce que je suis tombé vraiment amoureux de Bitcoin quand je l'ai découvert, j'avais ce réflexe de penser que c'était un complot des banques qui ont introduit le concept de la blockchain, qui est la technologie sous-jacente à Bitcoin, alors que c'est pas vraiment vrai. Mais après, en réfléchissant, il y a une citation de Michel Rocard que j'aime beaucoup qui dit qu'il faut toujours privilégier la connerie au complot. Parce que la connerie, c'est courant et le complot demande un esprit rare. Et en fait, c'est surtout la méconnaissance en fait, de Bitcoin, comme on a eu avec Internet au début, la méconnaissance de ce que c'est. Qui fait en fait oublier tout l'aspect vertueux qu'a cette technologie pour ne se concentrer que tout ce qui fait peur en fait et tout ce qui fait vendre aussi plus qui fait les gros titres en fait qui vendent plus de papier. Et il y a aussi un autre point, c'est ce qui concerne la sécurité. Alors finalement, on a vu plusieurs piratages de plateformes, on défrayait la chronique, on avait l'impression que finalement il était presque facile de se faire piquer ces crypto-actifs, quels qu'ils soient.
À ce niveau-là, qu'est-ce que vous auriez à dire sur la dimension sécurité concernant le Bitcoin? Alors, ce qui est vrai, c'est que Bitcoin, comme il est complètement autonome, qu'il n'y a pas de support line qu'on peut appeler pour dire «Ah, j'ai perdu mes Bitcoins, que faire?» La sécurité en fait, de ces Bitcoins, son asset, elle repose en fait, sur l'utilisateur. Et donc, c'est très dangereux d'utiliser Bitcoin si on n'a pas bien compris comment ça fonctionne, si on n'a pas bien compris comment sécuriser en fait, ces Bitcoins. Et du coup, il y a plein de gens qui se font hacker leur Bitcoin ou les gros hacks dont on entend parler, en fait, c'est souvent des plateformes qui utilisent Bitcoin mais qui n'ont pas bien sécurisé les Bitcoins. Donc en gros, c'est comme si on laissait une pile de billets sur la table, il suffit que quelqu'un passe et les prenne. Ça ne remet pas en cause la sécurité de Bitcoin, mais ça remet en cause les dispositifs de sécurité qui sont mis en place par les utilisateurs de Bitcoin. Donc il y a des sociétés qui travaillent sur ce sujet-là. On peut citer Ledger, qui est un de nos champions français, puisqu'ils font des hardware wallets. Mais la sécurité de Bitcoin n'est pas évidente et n'est pas accessible au commun des mortels. Et d'ailleurs, la majorité des gens qui disent posséder des Bitcoins, en fait, ne possèdent pas de Bitcoin. Ils ont des Bitcoins qui sont sur des exchanges. Il y a un adage dans Bitcoin qui dit « Not your keys, not your Bitcoin ». Vous n'avez pas les clés privées, vous n'avez pas les Bitcoins. Et quand vous avez acheté des Bitcoins sur une plateforme d'échange, ils sont toujours sur la plateforme d'échange, ils ne sont pas chez vous. Et tant qu'on n'a pas les clés, on n'a pas les Bitcoins. Donc si l'exchange en question dans lequel on a acheté ces Bitcoins se fait hacker, n'a pas bien géré sa sécurité, eh bien on va perdre ces Bitcoins, enfin ce qu'on pensait être ces Bitcoins, on va le perdre sur la plateforme. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect qu'il est aujourd'hui difficile de sécuriser. Enfin, ça évolue, hein, mais c'est quand même, il faut avoir une bonne connaissance pour pouvoir vraiment dire ces Bitcoins sont à moi. Et toi, Sébastien, bon, c'est vrai que tu fournis donc, du matériel pour miner. Sur tout ce qui est sécurité, quel est ton point de vue sur finalement Bitcoin et justement du minage jusqu'à l'échange de la crypto? Est-ce que le système est sécurisé de ton point de vue? Alors, comme l'a dit Gilles, hein, du moment qu'on a ses clés privées, il ne peut rien nous arriver, hein, c'est aussi simple que ça. Donc, on est dans un monde où on a l'habitude de faire confiance à notre banque. C'est le tiers de confiance. Hein. Si on perd notre argent quand on fait un paiement en carte bleue, je rappelle que c'est 100 milliards de dollars par an qui disparaissent sur les transactions en carte bleue qui se font voler par les grandes mafias internationales. Donc, il n'y a pas que le système Bitcoin qui est faillible. Hein. Dès lors qu'on confie son argent à quelqu'un, à un tiers, il peut se le faire voler. C'est ce qui arrive aux banques tous les ans, entre 80 et 100 milliards de dollars depuis que les cartes bleues existent, qui se font voler sur les transactions en carte bleue. Donc, il suffit d'être effectivement prudent, et ce n'est pas dans notre logiciel. On a l'habitude de confier notre argent au banquier, et donc, si on se fait voler de l'argent sur son compte, on réclame à la banque est assurée, et puis finalement, nous, on ne paye rien. Avec Bitcoin, ce n'est pas ça. Il faut avoir ses clés privées pour pouvoir récupérer ces Bitcoins et toujours... parce que les Bitcoins ne bougent pas de la blockchain. Hein. Les gens souvent pensent que les Bitcoins voyagent, mais non, le Bitcoin, il est toujours là. Il faut juste pouvoir prouver que c'est le sien. Et ça, c'est la clé privée. Donc, il y a différents moyens de sécuriser ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité informatique, ni même de l'informatique. Donc, j'ai un associé dont c'est le métier, qui est ingénieur et informaticien et qui était responsable de la sécurité de la BNP. Donc, je pense que le peu de Bitcoin propriétés de Big Block sont bien sécurisés, et puis ceux de nos clients sont bien sécurisés. Ouais. Je vends plus. Notre job consiste plus à vendre des machines à des particuliers. Hein. Maintenant, à tel point, moi, je suis convaincu qu'à terme, dans 10 ans ou dans 20 ans, il n'y aura plus que les compagnies d'électricité qui mineront. Et donc, mon job est d'aller convaincre ces compagnies d'électricité de travailler avec nous. Voilà. Et on essaye de plus faire appel aux particuliers parce que c'est un jeu très dangereux, le mining, à tous les niveaux. Ah. Juste pour revenir quand même sur la sécurité, est-ce qu'on peut développer aussi la notion justement de traçabilité? On en a déjà un peu parlé, mais c'est-à-dire que finalement, on se rend compte que Bitcoin est presque paradoxalement quelque chose qui pourrait faire sauter l'anonymat. Et donc, voilà, j'aimerais bien avoir ton point de vue, Gilles, là-dessus, c'est-à-dire que finalement, c'est peut-être tellement
sécurisé et transparent qu'à la fin, on ne peut pas échapper. C'est-à-dire que tout le monde sait ce que chacun peut faire sur le protocole. Alors, il y a une espèce de dualité dans Bitcoin sur l'aspect public. Bitcoin, c'est un système pseudonyme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom, prénom dans Bitcoin. On a des identifiants qui sont des nombres pour tracer des transactions. Ces transactions sont publiques. Et c'est d'ailleurs ce système-là, le fait que les transactions soient immuables, qu'on ne puisse pas revenir dessus, qu'on puisse les vérifier très simplement par ses propres moyens sans faire intervenir un tiers. C'est ce système-là, cette propriété-là de Bitcoin que moi j'utilise pour faire de la confiance numérique et qui sert justement pour prouver sa bonne foi sur le fait que telle information ait existé à telle date. Et du coup, l'anonymat en fait supposé, parce qu'au départ on parlait de Bitcoin comme une monnaie anonyme. Le fait est que aujourd'hui, il y a des sociétés comme Chain Analysis, par exemple, qui arrivent à tracer des transactions et les recouper avec d'autres métadonnées. Par exemple, quelqu'un qui va aller sur un exchange, l'exchange, avec justement toutes les régulations qui sont en place actuellement, il va vous demander une carte d'identité, un nom, prénom. Donc, il suffit en fait à la police d'aller demander, vous voyez, telle transaction, telle adresse, dites-moi, ça correspond à quel client qui a fait telle transaction. Et on peut très très simplement retrouver en fait des gens. Mais c'est ce qui fait que la chaîne, le registre global, reste ouvert et vérifiable et qu'il n'est pas opaque en fait, comme la plupart de nos systèmes financiers actuellement. Donc c'est ce qui fait la force de Bitcoin, mais c'est ce qui fait aussi la faiblesse sur la privacy, sur la vie privée. Mais après, on a le cyberespace a déjà trouvé des moyens. Alors, il y a d'un côté, on a des autres monnaies, autres que Bitcoin, qui vont développer d'autres systèmes cryptographiques qui seront plus privés, où en fait, on aura soit les adresses qui seront masquées, soit les montants qui seront masqués. Et il y a aussi des systèmes sur des couches supérieures, donc ils vont utiliser la chaîne publique de Bitcoin comme ce notaire géant, mais qui vont avoir un autre réseau de paiement comme le Lightning Network dont a parlé Yorick ce matin, qui lui est beaucoup plus anonyme, beaucoup plus privé et beaucoup moins traçable en fait. Ouais. Et toi là-dessus, Sébastien, quand tu t'es lancé dans cette activité, finalement, tu t'es occupé de l'activité de base, à savoir le minage. Toi, à titre personnel, tu utilises Bitcoin, tu as, j'imagine, des Bitcoins? À titre personnel, il m'arrive de faire des petits paiements en Litecoin sur des sites internet parce que j'ai quelques Litecoin et du coup ça me permet de les passer. C'est des tout petits paiements. Mais au niveau professionnel, on s'en sert énormément et quand on est obligé parce que la personne en face, à l'autre bout du monde, n'accepte pas le Bitcoin, de faire un transfert en dollars, un transfert par le biais de la banque. On a l'impression de revenir à l'époque du boulier, c'est juste dingue pour nous. Ouais. D'abord, ça demande beaucoup d'efforts, il faut justifier pourquoi on fait ce paiement à l'étranger. Ça prend parfois une semaine, 10 jours pour arriver. Donc c'est extrêmement pénalisant. Dans notre métier, tout est immédiat. En fait, j'ai l'exemple, là, cette semaine, là, j'ai des machines, des S19 qui partent de Chine pour l'Afrique. Et sur le change, le broker avec lequel je travaille disait qu'il manquait 200 € du paiement qu'on lui avait fait il y a 4 mois quand on les avait commandés. Ça bloquait l'envoi. Je lui ai fait 200 € en Bitcoin. Voilà, 10 minutes après, il m'a dit c'est bon, j'ai l'argent, les machines partent aujourd'hui. Mais justement, en fait, je vous pose la question parce que c'est vrai que certains aussi disent que Bitcoin n'est pas efficace. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément... Extrêmement efficace. Pour l'international, en tout cas pour les paiements internationaux, ça change totalement la vie des entreprises qui veulent bien s'en servir. Oui. C'est juste hallucinant. Ouais, et franchement, sur le paiement, imaginez payer quelqu'un en Chine instantanément, sans avoir de problème, c'est flagrant. Et sans frais. Oui, mais aussi sur la confiance numérique, où en fait, on pourra prouver quelque chose à n'importe qui dans le monde de façon totalement neutre. En fait. Ce qui est vraiment puissant dans Bitcoin, c'est le fait que n'importe qui puisse l'utiliser de la même façon. Que ce soit le régulateur,
que ce soit le terroriste, parce que c'est vrai, le terroriste peut aussi utiliser Bitcoin, ou en fait tout le monde peut utiliser l'outil comme Internet en fait. Internet, la grosse force d'Internet, et si on remonte aux années 90, Internet est en compétition avec des systèmes un peu plus permissionnés, des systèmes nationaux. On peut parler du Minitel par exemple, on peut parler des réseaux. Et pourquoi Internet a gagné? Parce que Internet était accessible à tout le monde de la même façon. Et Bitcoin, c'est un peu pareil. Je trouve que la grande force de Bitcoin, c'est qu'il soit ouvert et que les règles soient pareilles pour tout le monde, quel qu'il soit. Et alors, ce sera l'une des dernières questions, mais finalement, vous, qu'est-ce qui vous a amené au début dans l'aventure et qu'est-ce que, sur ces dernières années, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou voilà, que vous avez le plus apprécié dans cette aventure dans l'univers Bitcoin? Moi, ce qui m'a amené au Bitcoin, c'est un questionnement personnel sur l'économie mondiale, cette espèce de concentration des richesses. Moi, j'ai 50 ans, donc depuis que je suis en âge de travailler, le monde est en croissance permanente. Et je me rends compte que cette croissance est absolument mal servie. J'ai beaucoup voyagé dans mon ancien métier. Je travaillais pour une boîte asiatique de plantations vertes. Et moi, j'ai pu constater que le décalage entre les ultra-riches et les ultra-pauvres est le même partout, dans le monde entier, même chez nous, maintenant, aujourd'hui. On fait le tour de Paris, on voit des gens dormir par terre partout. Et petit à petit, j'en suis arrivé à penser que c'était un problème monétaire essentiellement. Et donc, c'est ce qui m'a permis de regarder Bitcoin avec un peu plus de curiosité. Parce qu'au début, j'ai fait partie des gens très péremptoires qui ont dit Bitcoin, c'est la monnaie des geeks, ça n'a aucun intérêt, c'est sale et ça sent pas bon. D'accord. Et toi, Gilles? Oui, en fait, moi j'ai découvert Bitcoin par un moyen un peu détourné, parce qu'à l'époque j'étais informaticien totalement classique, je travaillais chez Capgemini, et j'ai découvert Bitcoin par le poker. Toujours des milieux un petit peu à part. Le poker aujourd'hui c'est à peu près respectable, mais à l'époque c'était encore un peu bizarre. Pourquoi on en parlait dans le poker? Parce qu'à cause des régulations internationales qui empêchaient les joueurs français de jouer avec les joueurs américains ou brésiliens. Et donc, j'ai découvert cette espèce de bizarrerie technique. Et je suis rentré plutôt par l'aspect technique. Mais ce qui m'a vraiment étonné dans Bitcoin, c'est la capacité qu'a Bitcoin à se poser des questions sur le monde qui nous entoure. Et par exemple, toutes mes notions d'économie monétaire, c'est grâce à Bitcoin, parce que personne ne m'avait appris comment marchait la monnaie avant. Et vraiment, cette capacité de Bitcoin à remettre en question le système mondial, juste avec de la technologie, ça, franchement, ça m'étonne. Et tous les jours j'apprends, même 8 ans après. Et c'est un peu le red pill, comme il y a Jonathan qui distribue des mèmes de Matrix avec la pilule rouge. C'est vraiment ça. On découvre un nouveau monde et on se pose des questions en fait. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle ça a fait réagir la finance traditionnelle. Parce qu'aujourd'hui, les néobanques, la finance décentralisée, tout ça, les acteurs traditionnels de la finance essayent de se rendre plus performants. Ils sont tellement disqualifiés par la performance de Bitcoin que ça fait évoluer les choses dans le bon sens, aussi dans la finance traditionnelle. Ouais. Il y a beaucoup d'économistes qui se sont trompés sur Bitcoin. En quoi? En annonçant oui, on peut quasiment tous annoncent sa mort depuis 10 ans à peu près. Et bon. Voilà. C'est connu, il y a un site qui référence tous les articles de presse et toutes les prédictions de décès de Bitcoin. Je ne sais plus à combien on est aujourd'hui, 180 ou quelque chose comme ça. Donc, plus. Ouais, chaque année, il y en a pas mal. Écoutez, merci. J'ai une toute petite anecdote que j'ai découverte il y a très peu de temps. Là. La centrale hydroélectrique sur laquelle on a travaillé a été financée par l'UE. Mais l'autre centrale hydroélectrique qui appartient à cette société électrique, Virunga Électricité, a été financée par Buffett. La fondation de Warren Buffett. Ouais. Et donc, il a financé une centrale hydroélectrique qui sert à faire du mining alors qu'il a qualifié Bitcoin de mort au rat. Ouais. Donc, voilà, je trouvais rigolo de vous le partager. Morgan aussi, on peut parler de JP Morgan qui a des avis sur Bitcoin qui sont totalement fluctuants.
et donc qui aujourd'hui investit massivement dans les crypto-monnaies. Mais là, Buffett ne le sait pas, lui. Bon, bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Top. Merci. On va prendre quelques questions. On a une dizaine de minutes. Hop. Alors, allez. Après j'irai là-bas. Déjà, je voulais vous remercier pour vos interventions, que moi j'ai trouvé très intéressantes. J'aurais 2 petites questions pour toi, Sébastien. La première, c'est quel est l'avantage qu'ont les mineurs chinois, pas sur la partie prix de l'électricité, mais sur la partie accès aux machines, qui est, j'imagine, une source de coût importante pour vous. Et la deuxième, c'était si on met de côté l'aspect recherche et développement et l'aspect communautaire que peut avoir un mineur dans le pays où il se trouve, est-ce que c'est un intérêt pour un pays comme la France d'avoir une industrie du minage, en sachant qu'on comprend cette industrie comme étant une industrie très lourde. Et il y a beaucoup d'industries lourdes aujourd'hui qui quittent la France parce que c'est plus efficace de le faire ailleurs. Je ne sais pas si tu vois un peu où je veux en venir. Alors, l'industrie lourde qui serait la fabrication de machines ou l'exploitation des machines? Parce que c'est 2 choses différentes. Alors moi, dans ma tête, je mettais plutôt les 2 ensemble, tu vois, à la fois la production de machines, mais également des fermes de minage. Tu vois. Encore une fois, la France a moins d'intérêt que bien d'autres pays à se fixer sur le mining de Bitcoin parce qu'on a un réseau qui est très bien maillé. Mais en revanche, sur la fabrication des machines, je trouve, moi, dès 2016, j'ai fait venir dans nos bureaux les représentants du syndicat de l'électronique française en leur disant, regardez ces machines-là, on leur a montré des S9, hein, ces machines-là, c'est juste de l'assemblage. On pourrait tout à fait envisager d'acheter des puces en Chine et d'assembler les machines chez nous. Ça aurait beaucoup de sens pour nous donner un avantage concurrentiel parce que, comme tu le disais, les Chinois ont un avantage dingue. Ils ont les machines qui sont fabriquées à la porte de chez eux. Ils n'ont pas les frais de transport, ils n'ont pas les délais d'attente qu'on peut avoir nous, pas les contraintes douanières qui sont. Quand je parlais d'une activité dangereuse, c'est à ça que je pensais. Hein. C'est que moi, au Kazakhstan, j'ai eu plus de 800 machines qui ont été bloquées pendant 14 mois par les douanes, jusqu'à ce que j'y aille et que je leur donne 20 000 $ en liquide. Hein. Donc, Pas en Bitcoin. Non, mais par contre, le Bitcoin m'a permis d'obtenir ces 20 000 $ en liquide parce que j'étais dans un pays qui n'est pas le mien, dans lequel je n'ai pas de compte en banque. Et je suis allé changer sur la place principale d'Almaty des Bitcoins en dollars, hein, immédiatement à l'arrière d'une voiture. Quoi. Donc, Bitcoin permet ça. Mais pour ce qui est de l'industrie de l'exploitation du Bitcoin en France, oui, vraiment, si on lance de nouvelles grosses centrales, ça peut permettre de faire l'adéquation entre l'offre et la demande, encore une fois. Mais aujourd'hui, on n'a pas un besoin fondamental du mining de Bitcoin en France, alors que dans d'autres pays, ça a vraiment beaucoup de sens, dans certaines régions en tout cas. Là, ce qu'on est en train de faire au Congo, là, c'est juste quelque chose qui socialement et écologiquement est incroyable. Hein. C'est-à-dire que le prince de Mérode, qui est le gouverneur du parc des Virunga, a décidé de créer 110 mégawatts pour pouvoir freiner l'exploitation des ressources naturelles du parc. C'est-à-dire que les populations, 5 millions de personnes ultra pauvres autour du parc, qui est un des derniers poumons de la planète, une des dernières 3 forêts primaires au monde, et pillée en permanence par des populations ultra pauvres qui viennent couper du bois pour faire du charbon, qui est la seule énergie disponible dans le pays. Il s'appelle ça le Makala. Et donc, au bout de 5 ou 6 années de direction de ce parc, il s'est rendu compte que sans amener une énergie alternative, il ne s'en sortirait pas, il n'arriverait pas à contenir les populations. Donc, qui coupait le bois, qui du coup détruisait l'habitat de la faune, hein, notamment des derniers gorilles de montagne. Quand il est arrivé dans le parc, il y en avait 70. Donc, il avait un gros travail à faire et donc il a commencé à se lancer dans ses projets d'hydroélectricité. Il estime que quand il aura 110 mégawatts, il aura créé entre 150 000 et 300 000 emplois grâce à cette électricité. Donc, c'est un développement économique dingue. Et il m'a dit, ton Bitcoin et ton mining va sauver le parc. Parce qu'actuellement, avec le Covid, ils ont 40% de leurs ressources qui disparaissent. Les ressources, c'est le tourisme. Et donc, le mining a énormément de sens. Donc, moi, je voyais le Bitcoin au départ comme un moyen d'émancipation pour des populations pauvres qui n'ont pas accès à la banque. Il faut savoir qu'il y a 40% des populations dans le monde qui n'ont toujours pas accès au système bancaire. Nous, on ne se rend pas compte de ça en Europe. Mais au-delà de ça, le mining, la proof of work, ça a beaucoup de sens pour dynamiser une économie locale. Voilà, en utilisant les ressources naturelles qui est la force motrice de l'eau. Super, merci beaucoup Sébastien. Une autre question? Oui, bonjour, j'ai une question. Au début de votre intervention, vous avez mentionné que Bitcoin a vraiment une mauvaise image globalement et plein de stéréotypes négatifs. Et même moi, à mon échelle, quand j'en parle autour de moi à mes amis, ils me prennent pour une folle et disent que c'est une arnaque, c'est une espèce d'économie pyramidale, etc.
Donc ma question serait, qu'est-ce que vous pourrez conseiller déjà au niveau individuel de promouvoir le Bitcoin et pour dissiper un peu les stéréotypes, et ensuite au niveau plus global, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter ou accélérer l'adoption de Bitcoin qui paraît l'avenir de l'humanité? Merci. Merci pour la question. Je n'ai pas de recette miracle, hein. Je pense que c'est un tel travail intellectuel, personnel pour comprendre Bitcoin que je ne peux pas vous donner une clé comme ça pour convaincre vos amis ou votre famille. Moi, j'ai plein des membres de ma famille ou de mon cercle d'amis très proches qui ne comprennent toujours pas ce que je fais et qui trouvent que Bitcoin reste quelque chose d'effrayant. Ouais, je pense que c'est pas évident du tout. Je pense qu'il y a un gros effort d'éducation et le salut c'est vraiment de comprendre par soi-même, ce qui n'est pas évident. Et moi, c'est pareil, hein. Moi, je parle de Bitcoin à mes potes depuis longtemps. Et ils n'en ont pas acheté, ils n'y croient pas. Bon, après, avec le temps, ils s'y mettent, hein, parce qu'ils voient surtout le prix augmenter, en fait. Bon, je pense qu'un gros mouvement de prix, hein, malheureusement, c'est ça qui va faire prendre conscience aux gens, quoi. Parce qu'ils vont se dire, ah ben, ça a de la valeur, donc c'est que ça doit marcher. Et voilà, je pense que le secret, c'est beaucoup d'éducation, comprendre comment ça fonctionne, comprendre, en fait, répondre à chacune des objections, en fait, comprendre pourquoi Bitcoin est résilient, pourquoi Bitcoin est là pour durer. C'est ça qui fait qu'on est red pillé, comme on dit dans le langage de Bitcoiner. On a aussi des questions donc, qui viennent des réseaux sociaux. Et une question pour toi, Sébastien. Typiquement, un salarié d'EDF donc, qui a un accès à une électricité peu chère, est-ce que s'il est malin, il a intérêt, sachant que ça lui coûterait moins de 2 centimes par kilowattheure, à installer des machines? Évidemment, évidemment. Alors, beaucoup le font, hein. Ils sont obligés de le faire de manière très limitée parce que ça se voit. Donc moi, j'ai le cas de quelqu'un que je connais, hein, qui a installé pas loin de 10 kW de machines, donc même plus que ça, même. Mais des GPU, hein, il minait de l'Ether. Il a reçu un premier courrier d'EDF, puis EDF s'est déplacé chez lui. Voilà, donc ils n'ont pas vu l'installation, hein, mais il a tout coupé, tout enlevé. Mais ça a beaucoup de sens, bien sûr. D'accord, merci. J'ai une question encore une fois par rapport à Sébastien. Tu parlais que dans 20 ans, tu penses que les grands mineurs seront des centrales, des gros groupes, parce que ça va être trop concentré. Ma question, c'est est-ce qu'il y a pas un risque du coup de centralisation et donc de censure, parce que du coup, ces grands groupes sont facilement targetés par les gouvernements pour censurer un certain nombre de blacklists ou de transactions possibles. Et du coup, il y aurait moins de facilité pour les petits individus, les petits mineurs, de pouvoir faire passer ces transactions. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, c'est clair. C'est pas ce que je dis, hein. Je dis que je pense que l'essentiel des mineurs seront des compagnies d'électricité. Ça ne veut pas dire des grosses compagnies d'électricité, hein. Il y a plein de toutes petites compagnies d'électricité locales qui sont créées par les communautés, hein, des tribus indigènes ou autres. Voilà, c'est ça la clientèle à laquelle je pense. C'est pas forcément des boîtes comme EDF ou Hydro-Québec, par exemple. Donc ça restera très décentralisé, puis toujours très mouvant, parce qu'une centrale hydroélectrique, quand elle a trouvé sa clientèle, le mineur dégage par la force des choses. Parce que voilà, la compagnie d'électricité va vendre le jus 15 centimes aux populations ou à l'entreprise du coin, et 3 centimes ou 4 centimes aux mineurs. Donc c'est une industrie qui restera mobile. Et sur la censure, en fait, il ne faut pas oublier que le consensus de Bitcoin, les mineurs en font partie, mais ce n'est pas les seules composantes du consensus autonome distribué. Et il ne faut pas surestimer non plus le pouvoir des mineurs par rapport à la censure des transactions. Le mineur, il a intérêt à suivre les règles du jeu, du protocole, s'il veut gagner de l'argent. Et le mineur seul n'a pas le pouvoir de tricher, en fait, parce que s'il le fait, il sera pénalisé directement. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres composantes, il y a les utilisateurs, il y a ceux qui ont les nodes, il y a les acteurs économiques, et tout ça, en fait, fait le consensus de Bitcoin. Le mineur seul n'a pas le pouvoir absolu sur le registre de Bitcoin, en fait. Une dernière question. Et c'est pareil, Sébastien, tu pourras répondre, mais Gilles également. Ça concerne effectivement les machines. On sait qu'on a des nouvelles générations de machines quasiment chaque année. Comment fait-on pour finalement gérer cette forme, non pas d'obsolescence programmée, mais disons que cette
quand on investit, est-ce que c'est compliqué de rentabiliser tout son matériel, de ne pas se retrouver finalement avec, quand on voit, je veux dire, la puissance qu'il faut développer à chaque fois, est-ce qu'on risque pas de se retrouver piégé tout bêtement si on est un petit mineur? Ah si, bien sûr, ça fait partie des risques que j'évoquais tout à l'heure, hein. C'est extrêmement compliqué de savoir comment le matériel va évoluer. On avait eu une grande période de pause avec la génération des S9 et leurs concurrents, où ça a duré, cette dominance-là a duré au moins 4 ans. Et là, depuis, ça s'est affolé. L'été 17, les S17, l'été 19, les S19 et tous leurs concurrents. On est arrivé à 110 TRH quand un S7 faisait 5 TRH, par exemple, quand on a commencé à miner avec les ASIC. Donc, ça a évolué très vite. Là, on est arrivé à une fonderie de puces qui font 7 nanos. Les spécialistes disent qu'on arrivera à réduire encore ces puces jusqu'à 5 nanos et qu'après, cette technologie-là sera arrivée à maturité. Je ne sais pas exactement comment ça va évoluer, mais il est fort possible qu'on trouve autre chose pour faire du mining. Donc, on a toujours ce risque-là d'une évolution des matériels qui ringardise totalement notre parc et qui le rend surtout pas rentable, quoi. Je te dis, c'est exactement ce qui nous arrive avec les S9, hein. Aujourd'hui, je crois qu'il y a pratiquement plus personne qui mine avec des S9. Il faut un jus à 1 centime ou 2 centimes pour que ça soit un peu intéressant. Okay. Et du jus très abondant. Ouais. Parce que quand on a du jus disponible, on préfère mettre des machines plus performantes. C'est toujours pareil. Ok. Non, super. Écoutez, merci beaucoup encore une fois à vous deux. Et puis, merci à tous.